Bonjour, nous sommes sur la chaîne Perdition idéologique et nous continuons nos discussions sur l'histoire, les idéologies, les propagandes, etc. Il y a de ces rencontres étranges dans la vie qui donnent de l'espoir et qui peuvent illuminer le chemin. Les rencontres avec les gens qui changent complètement leur vision du monde, leurs adhésions idéologiques et commencent à penser autrement. Je pense notamment à Pierre Boutton, qui fut pendant longtemps membre de l'Action française, féru des idées de Charles Maurras et qui, à la fin de sa vie, est devenu le défenseur des idées sionistes. Impossible de m'entretenir avec Pierre Boutton, mais ce genre de personnes qui reconnaissent leurs errances intellectuelles et qui ont la force d'âme de changer le cours de leurs histoires est toujours intrigante. Telle fut ma rencontre avec l'invité d'aujourd'hui, un cinéaste algérien, français et dernièrement israélien, Jean-Pierre Liédo, fervent patriote de l'Algérie libre, ex-communiste, internationaliste et antisioniste, comme tout communiste qui se respecte, qui vit aujourd'hui en Israël et qui est l'un des connaisseurs de l'histoire israélienne contemporaine. Notre connaissance avec lui a débuté lorsque Le Monde, le journal Le Monde, a consacré une page à son film Israël, le voyage interdit. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Jean-Pierre, vous êtes originaire d'Algérie, vous êtes juif par votre mère, qui appartient à l'une des plus vieilles familles juives d'Algérie, qui était là bien avant la colonisation arabo-musulmane. Vous êtes aussi catalan par votre père, 4 générations en Algérie. Vous avez grandi dans un climat communiste, car votre père était communiste. Vous étiez vous-même communiste fervent, avec le marxisme comme horizon indépassable de la pensée, comme vous l'écrivez dans votre livre. Vous avez créé en Algérie, votre pays natal, le Rassemblement des artistes, des scientifiques et des intellectuels algériens. Vous vous êtes battu pour l'indépendance algérienne, pour l'Algérie libre et multiethnique, où les musulmans, les juifs, les pieds noirs, les Européens auraient les mêmes droits. Je vous ai connu grâce au film que vous avez tourné sur Israël et qui s'intitule Le voyage Israël, le voyage interdit. Ce film raconte le parcours idéologique et personnel hors de commun, le vôtre. Du communiste internationaliste indifférent à vos origines juives, vous arrivez au sionisme et vous quittez la France, où vous vous êtes réfugié après avoir quitté l'Algérie. Vous vous installez définitivement en Israël et vous devenez un des défenseurs les plus fervents de ce pays. J'ai même eu l'honneur de présenter ce film, le vôtre, dans un cinéma parisien. Aujourd'hui, vous publiez un livre sur le 7 octobre qui sortira au mois de juin. Vous êtes également auteur de nombreux ouvrages sur le monde arabo-musulman que vous connaissez bien car vous y êtes né. Vous êtes notamment l'auteur de 2 livres importants, Le monde arabe face à ses démons et Révolution démocratique dans le monde arabe. Ah, si c'était vrai, c'est le titre. Aujourd'hui, donc, vous sortez votre livre sur le 7 octobre. Mais l'émission d'aujourd'hui sera consacrée à la partie algérienne de votre vie, partie algérienne et communiste, il faut que je le précise, à votre parcours et à la manière dont vos combats ont été confisqués par les islamistes. L'idée de cet entretien m'est venue surtout après avoir observé longtemps l'apogée, l'aboutissement et la convergence des luttes invraisemblables, la cause palestinienne islamisée et le soutien de cette cause par la gauche radicale française, chauffée à blanc par le décolonialisme post-marxiste, dont beaucoup ignorent les racines et les fondements, et l'anticapitalisme anachronique. Votre expérience et vos engagements pourraient être très utiles pour comprendre les errances des foules idéologisées. Voilà, donc vous étiez pendant très longtemps communiste, membre du Parti communiste algérien. Vous quittez l'Algérie en 1993 après avoir fait des films documentaires importants sur l'Algérie et sur le rôle du djihad dans ce qu'en France on appelle encore la guerre de libération. Vos films ne sont pas bien accueillis en Algérie car vous donnez la parole aux membres du FLN et ce qu'ils disent ne correspond pas forcément à la doxa. Ces films sont interdits et certains de vos anciens camarades de lutte ne vous soutiennent pas vraiment. Ma première question pour vous: pourriez-vous expliquer pourquoi avez-vous lutté en tant que communiste algérien et à quel moment vous avez compris que les communistes n'ont été que les idiots utiles dans un programme de conquête plus vaste qui n'avait rien à faire de la démocratie à laquelle vous croyez? Jean-Pierre, c'est à vous. Donc, bon, c'est une merci en tout cas pour cette très longue présentation. Euh, Mon rapport au communisme, bon, c'est une question évidemment immense, euh, mais il faut que je précise tout de suite
parce que dans l'intitulé de la question, il peut y avoir une sorte de confusion, c'est que au moment de l'indépendance, en juillet 1962, j'ai 14 ans et demi. Donc, je pense que ça a une certaine importance. Et par contre, mon père, effectivement, mon père a été communiste depuis 1936, je crois, et il était membre du Parti communiste algérien. À mon époque, le Parti communiste algérien, après l'indépendance, n'a pas été agréé, n'a pas été reconnu. Et il y a eu un coup d'État en 65, et en 66, il y a eu un nouveau parti qui s'est créé, qui s'appelait le Parti de l'avant-garde socialiste, qui se réclamait toujours de l'héritage du PCA, mais qui ne s'appelait pas pareillement et qui était composé d'une manière différente. Parce que du temps de mon père, c'était vraiment des ouvriers, des paysans, quelques intellectuels de toutes origines. Et de mon temps, c'était essentiellement donc des Arabes musulmans et surtout des intellectuels d'ailleurs, hein. Pas beaucoup d'ouvriers, pas beaucoup de paysans. Donc c'est tout à fait un autre profil. Et ceci dit, le communisme, si vous voulez, de mon père m'a beaucoup marqué, bien sûr, parce que pour moi, il incarnait quelqu'un qui se battait pour la justice sociale, pour des grandes choses, quoi. Et donc, ce qu'il y a, la différence donc entre mon père et moi, c'est que lui, il a vécu donc son communisme avant l'indépendance, et ça a une importance parce que l'environnement à cette époque, c'était quoi? C'était, disons, pour aller vite, trois communautés, les Juifs, les pieds noirs chrétiens et la majorité qui était arabo-musulmane, berbéro-arabo-musulmane. Bon. Et donc, euh, le PC, à cette époque, à l'époque de mon père, c'est vraiment quelque chose, c'est le seul endroit, on peut dire, où il n'y a pas de ghettoisation. Parce que sinon, les Arabes vivaient dans des quartiers, les Juifs dans des quartiers, les pieds noirs chrétiens dans d'autres. Il n'y avait pas trop de mélange. Et le seul parti qui offrait cette possibilité, c'était le Parti communiste algérien. Alors, euh, avec ce qui s'est passé, enfin pour moi en tout cas, pour moi, j'ai vécu un autre environnement. 1962, la quasi-totalité de la population non musulmane quitte l'Algérie d'une manière terrible. Et, et donc, j'ai pas fait je reste avec ce problème qui est immense, hein. Tout d'un coup, vous avez, de juillet 62 à, disons, la fin 62, vous avez toute une population qui disparaît tout simplement du paysage, hein, urbain, hein. Vous marchez dans la rue, c'est plus la même rue, en fait, parce que les gens sont différents. Alors, euh, ce que à cette époque, si vous voulez, j'ai eu une sorte d'angoisse. Est-ce que on pouvait être algérien? J'ai posé la question à mon père parce que nous, on parlait en français à la maison. Côté paternel-maternel, tout le monde était parti. Donc, mon père m'a dit, et je lui dis, il me dit, ben, tu apprendras l'arabe à l'école, au lycée, etc. Il y a aucun problème. Bon. Alors, malgré tout, je suis allé après le bac en 66, j'ai eu une bourse pour aller en France et je l'ai utilisée. Je me suis retrouvé à Nanterre dans le foyer révolutionnaire de l'époque, non pas tellement pour étudier, mais pour savoir si je pouvais être français. Voilà. Et au bout de 6 mois, je ne sais pas, la froideur des relations, la froideur du climat, etc., je me suis dit non, tu n'es pas français et tu vas être algérien. Donc vraiment, et là, donc, je me suis inscrit dans ce fameux parti d'avant-garde socialiste qui venait de se créer clandestinement, puisqu'il était illégal, qui s'appelait le Parti de l'avant-garde socialiste. Alors, ce que je voudrais maintenant dire deux mots, disons, du statut, si vous voulez, des, des juifs, enfin en tout cas des non-musulmans, dans un parti communiste dans lequel j'étais.
Et c'est à peu près finalement ce que j'ai découvert plus tard, hein, en faisant mon dernier film en Israël, Israël, le voyage interdit, c'est que c'était finalement que ça s'est passé de la même manière à peu près pour tous les communistes non musulmans, et particulièrement juifs d'ailleurs, qui se sont retrouvés dans tous les partis communistes du monde arabe, hein. C'est-à-dire que par rapport à Israël, par exemple, les communistes ne, ne demandent pas, comme les nationalistes ou comme les islamistes, ne demandent pas la disparition d'Israël. Voilà, c'est la seule différence. Mais en même temps, ils sont contre le sionisme. Voilà. Alors moi, si vous voulez, dans l'époque où j'ai vécu en Algérie, je dois dire que, sans doute parce que j'ai complètement refoulé, comme complètement refoulé la question Israël, mais j'ai pas eu l'impression que on en parlait tellement aussi, hein, sinon ça m'aurait fait réagir, sans doute. Mais je, je me suis aperçu par la suite que, par exemple, un communiste juif d'Algérie, plus vieux que moi, qui doit avoir maintenant plus de 90 ans, peut-être près de 100 ans, euh, il, euh, il avait été torturé en 65 après le coup d'État et il était en prison. Et en 73, il y a cette guerre de Kippour et il y a un historien français qui a fait un livre, une interview livre avec lui et il donne ce document en 73. Il s'appelle William Sportis. Il est en prison et de la prison, il envoie une lettre à Boumedienne pour lui dire je suis prêt à partir sur le front. Et puis, en même temps, il dit, ça j'en parle hein, dans mon livre sur le voyage interdit, il dit, d'autant plus que l'on sait que dans le monde arabe, il n'y a jamais eu de violence contre les juifs, etc. etc. Alors, lui, c'était particulièrement étonnant qu'il tienne un tel discours parce qu'il était de Constantine, et à Constantine, c'est le seul endroit durant la colonisation où il y a eu un énorme pogrom, c'était en 1934, en août, et il y a eu plus qu'une quarantaine de gens qui ont été assassinés dans les mêmes conditions que dernièrement au 7 octobre, hein. Voilà. Et donc, lui, il avait 10 ans à cette époque et il a été sauvé par un arabe qui est devenu communiste aussi par la suite. Donc, qu'il ait dit une chose pareille, voilà. Ça fait partie des. Si vous voulez que. Ce que je veux expliquer, c'est que quand on est dans un pays comme ça, à majorité, on est une minorité ethnique, même dans le parti, on est quasi obligé de faire du surnationalisme. On n'est plus nationaliste que les nationalistes. Et moi, je n'ai pas eu ces excès, mais j'ai quand même participé de ce nationalisme, disons, d'un certain nationalisme en Algérie. Voilà, ça, ce que je pourrais dire maintenant, si vous voulez, ma position par rapport au communisme, évidemment, sur un laps de temps depuis 1966, c'est quasiment plus de 40 ans, c'est ça, je crois, 50 ans, évidemment, ça a changé beaucoup. Donc, bon, si je peux prendre quelques minutes pour faire un survol, alors à ce moment-là, ce serait Allez-y. de dire que, bon, au début, si vous voulez, quand j'ai 15 ans, ce qui m'attire, c'est plutôt la philosophie marxiste, qui est fondée sur comme on le sait, sur le matérialisme historique. Et la dialectique, c'est quand même quelque chose de passionnant qui vous explique que le mouvement, les choses qui changent, le mouvement, ça vient des contradictions internes. On parlera, je pense peut-être, on reviendra peut-être dans la discussion. C'est très important ça. Est-ce que les choses changent de l'intérieur ou bien elles changent de l'extérieur? Voilà. Et la dialectique enseigne que ça change d'abord essentiellement de l'intérieur. Bon, d'ailleurs, à 16 ans, je crois, c'était en 63, 64, comme ça, j'avais créé avec un ami qui s'appelle Lucien Sportis, qui est le neveu de celui dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était son oncle, on avait créé un cercle marxiste-léniniste. Alors, après, bon, il y a évidemment le, disons, le triptyque, si je puis dire, communiste, c'est la justice sociale, qui est contre, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est contre, et puis je dois dire aussi quelque chose d'important quand même, c'est l'émancipation des femmes, c'est-à-dire c'est un thème sur lequel on insiste beaucoup, et d'ailleurs, c'est pas étonnant que tant du côté du temps du PCA de mon père ou bien du mien,
il y avait énormément de femmes adhérentes. Hein, ça, c'est quand même quelque chose. Alors, ce n'était pas du tout le cas des autres partis, vous l'imaginez bien, surtout après l'indépendance. Hein, soit les partis nationalistes, soit les autres, il n'y avait quasiment pas de femmes à l'intérieur. Ensuite, bon, évidemment, pendant l'engagement politique de cette époque, vous le connaissez, je ne vais pas insister, c'est la lutte pour soutenir Cuba, c'est la guerre du Vietnam, etc. Et alors, mais par contre, si vous voulez, il y a quand même déjà, à mon époque, hein, quasiment en 63-64, il y a ce fameux schisme entre les communistes soviétiques, l'URSS, et chinois, la Chine, et qui va produire cette idéologie qu'on a appelée le maoïsme, qui va faire beaucoup de retombées dans le monde occidental, chez les étudiants notamment. Et alors, les deux ou trois choses rapidement, bon, c'est que les Chinois, eux, ils disent l'impérialisme, c'est un tigre en papier, et ils font la promotion de la lutte armée. La lutte armée, c'est la panacée. Tout le monde doit faire de la lutte armée. Voilà. Et les communistes dans le monde entier, la majorité qui suivent la ligne soviétique, si vous voulez, eux, ils sont plutôt pour la lutte idéologique, pour la lutte politique, mais la lutte, disons, armée n'est pas privilégiée en tout cas. Quand on peut s'en passer, on s'en passe. Voilà. C'est la fameuse coexistence pacifique, etc., etc. Bon, après, j'ai fait mes études de cinéma à Moscou, mais bon, là, j'ai pas eu du tout, même, je dirais, d'influence politique parce que, en fait, on avait tellement de travail dans cet institut de cinéma, tellement de choses à lire, tellement de choses à faire, que pas de place pour les débats politiques, d'autant plus qu'à mon époque, c'est-à-dire 70 jusqu'en 76, on ne peut pas dire qu'il y avait une animation politique, hein, c'est un parti unique, l'URSS, il n'y avait pas, les gens ne parlaient pas, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne voulaient pas parler avec des étrangers, etc., je ne sais pas, mais de toute manière, je n'insistais pas parce que j'avais d'autres objectifs à ce moment-là. Juste En 76, une précision, vous avez fait vos études dans VGIC, c'est une des universités, un des instituts les plus connus en ex-Union soviétique. Première précision. Deuxième précision, oui, c'était très dangereux de parler avec les étrangers parce qu'il y avait des espions partout et les gens qui avaient des relations avec des étrangers pouvaient risquer leur vie, leur carrière, leur famille, etc. oui, oui, tout à fait, oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y avait un ami algérien qui était fiancé, enfin, il aurait voulu se marier avec, c'était la petite fille de Staline, et elle aussi, elle était d'accord, mais ils lui ont jamais donné la possibilité de quitter l'Union soviétique à l'époque. Donc après, donc je reviens en Algérie, et là, alors là, je suis plus étudiant. Je travaille dans l'entreprise nationale de cinéma, qui a très peu d'argent et on va faire très très peu de films. En plus, euh, j'ai une famille, puisque je me suis marié avec une Algérienne à Moscou. J'ai déjà un enfant. Donc déjà, vous voyez, quand on entre dans le marché du travail, dans la vie, on devient responsable. C'est plus le statut d'étudiant. Ça me fait penser en ce moment à ce qui se passe en France, Sciences Po, aux États-Unis, etc. Les étudiants, bon, ils sont absolument dans l'irresponsabilité. Hein. Soit il y a la bourse, soit le papa il paye les études, etc. Quand on rentre dans la vie, disons, normale, bien là, c'est là que je vais comprendre comment fonctionne un pays, disons, de parti unique. Alors que je n'étais pas tellement posé cette question quand j'étais en URSS, mais en Algérie, voilà, parti unique, euh, pas de liberté d'expression, de la censure à tous les niveaux, etc. Et donc, l'étatisme économique, hein, puisque c'était, disons, une pensée importante du marxisme, il fallait faire une planification étatique pour réduire les pertes, les failles, etc. Bon, alors je suis face à ça et je m'aperçois que cet étatisme est en train de couler l'économie algérienne complètement. Bon, qui peut s'en sortir parce qu'elle a beaucoup de pétrole et de gaz, mais voilà. Alors aussi, je m'aperçois de l'importance, si vous voulez, des services de sécurité. Voilà. Et les services de sécurité, c'est pas simplement pour réprimer, c'est aussi pour avoir des informations. Parce que quand vous êtes dans un pays démocratique, vous avez des informations qui viennent de partout, des journaux, des associations, etc. Quand vous êtes dans un pays parti unique, il n'y a pas toutes ces informations et donc il faut des informateurs.
Et donc la sécurité militaire va jouer aussi ce rôle. Ça, et par conséquent, par ricochet, je comprends ce qui s'est passé dans les pays socialistes avant. C'est en fonction de mon expérience personnelle. Et très rapidement, je me dis, contestataire malgré tout dans ma tête comme je l'étais, je me disais souvent, si j'avais été en URSS ou dans un autre pays du camp socialiste à l'époque, j'aurais certainement été au goulag aussi, hein, je pense. Alors, après, voilà, la lutte en Algérie, ma lutte va être en tant que communiste, et pas seulement en tant que communiste, en tant qu'intellectuel, va être de lutter pour la liberté d'expression, hein. Avec un ami, on avait créé ce que vous avez cité, mais c'est le Rassemblement des artistes intellectuels et scientifiques, ce qui en abrégé donne Raïs. Et Raïs, bon, vous savez, en arabe, c'est le président. Bon. Alors, bon, c'était un mouvement qui n'était pas reconnu parce qu'on n'avait pas le droit, mais on l'a imposé, on a fait sortir des gens de prison, on a combattu la censure, enfin, voilà, on a fait beaucoup de choses dans ce côté-là. Après, en 93, bon, je crois que vous l'avez dit, j'ai quitté l'Algérie parce que j'étais menacé par les islamistes. Et donc, je vais me retrouver en France, mais je dois dire qu'avant de partir, en 93, c'était je crois en 91, j'ai quitté le parti dans lequel j'étais, donc le parti d'avant-garde socialiste. Voilà, je l'ai quitté parce qu'il y avait des gens qui disaient en gros que par rapport aux islamistes, il fallait se mettre du côté, entièrement se mettre aux ordres par rapport à l'armée. Voilà. Alors je disais, moi, l'armée, bon, si elle lutte contre les islamistes, c'est très bien, mais il n'est pas question que nous soyons à ses ordres. Voilà. Et donc, à ce moment-là, j'ai quitté. Bon, alors, qu'est-ce que je peux dire? Bon, par la suite, en 2008, j'ai mon film Algérie, histoire pas dire, qui avait été interdit en Algérie précédemment, hein, peut-être qu'on en parlera. Il est sélectionné en Israël par un festival, et c'est là comme ça que je vais commencer à changer de point de vue, voilà, sur Israël. En gros, Alors non, il y a aussi quelque chose, si vous voulez, une fois que j'ai compris comment avait fonctionné disons, le monde socialiste, une fois que j'ai compris le rôle des services de sécurité, une fois que j'ai compris beaucoup de choses de ce qu'avait été le communisme réel, disons, il restait quand même quelque chose, si vous voulez, c'est cette idée philosophique de l'émancipation humaine. Vous savez, Marx, il a beaucoup insisté sur ça, et il a il a écrit beaucoup, hein, sur. Alors, il y a eu ce qu'on appelait les manuscrits de 1844, mais on a dit que c'était des œuvres de jeunesse, etc. Et je me disais, il faudrait, Jean-Pierre, que tu reviennes sur tous les textes qui t'ont intéressé, marxistes, Lénine, etc., et que tu essaies de trouver dedans quel était le noyau, disons, de ce qui va advenir du communisme et des pays socialistes, etc. Bon, mais c'était en même temps un travail tellement immense que je le reportais, jusqu'au moment je suis tombé par hasard, voilà, sur un livre d'André Sénic, même deux livres d'André Sénic, un sur la question juive de Marx et un autre sur le manifeste du Parti communiste, qui avait été écrit en 1848, c'est-à-dire déjà là, et est considéré comme une œuvre de maturité. Et en gros, alors si vous voulez, cette idée d'émancipation humaine, Marx l'identifie à ce qu'il appelle l'homme générique. Et qu'est-ce que c'est l'homme générique? Eh bien, c'est celui qui est complètement désaliéné. Et ça veut dire quoi être complètement désaliéné? Ça veut dire qu'on casse, on coupe, on enlève tous les liens qui agrègent les hommes les uns aux autres, c'est-à-dire la culture, la morale, la religion, tout ça. Et ça, c'est proprement, d'une certaine manière, ben ça représente, ça aujourd'hui, on dirait, c'est la cancel culture. Hein, ou alors du temps de maoïste, il disait l'homme est une page blanche, on peut écrire dessus tout ce qu'on veut. Alors voilà, ça, quand quand je suis tombé sur ce livre, ça m'a évidemment aidé sur ce dernier point. J'ai une citation là, je me rappelle devant les yeux du manifeste. Il n'y a pas plus de vérité éternelle telle que la liberté et la justice qui sont communes à tous les régimes sociaux. Or, le communisme supprime
les vérités éternelles, il supprime la religion, la morale, au lieu d'en renouveler la forme. Il contredit en cela tous les développements historiques antérieurs. Voilà. Donc, quand je vais découvrir, à partir de 2008, je m'intéresse donc à Israël, je m'intéresse au judaïsme, euh, je vais comprendre très vite que le judaïsme, et pour aller vite, hein, est un, disons, le contraire de la philosophie, disons, marxiste, notamment sur ce point-là, parce que euh, si les uns et les autres proclament comme but lointain, futur, la liberté, puisque les 10 paroles, enfin les 10 commandements, comme on dit, disent les chrétiens, la première parole, c'est la libération d'Égypte, hein, c'est la liberté, l'idée de liberté. Mais tout le reste, toutes les 9 autres paroles, c'est pour préciser les limites. Hein. Tandis que dans le marxisme, évidemment, une fois qu'on a proclamé le but de la liberté, on peut utiliser tous les moyens. Voilà. Les moyens, la fin justifiant justement tous les moyens. Alors voilà, donc ça, si vous voulez, c'est, voilà, mon parcours, sinon par rapport au communisme, je ne sais pas s'il y aura encore des choses, mais pour l'essentiel, je crois avoir fait le tour. Quoi. Alors oui, donc, mais ça, c'est votre parcours. Alors je pense à un film que vous avez fait avec Henri Alleg, Un rêve algérien. Henri Alleg, je rappelle, était un des dirigeants du Parti communiste algérien. Il était aussi le directeur du quotidien d'obédience communiste, Alger républicain, et l'auteur du livre La Question, qui était un best-seller en 1959. Henri Alleg, la question à son propos, a-t-il reconnu l'échec du communisme et le désenchantement en voyant que tout ce pourquoi il se battait, et vous êtes battu, a été piétiné par les islamistes. Et on le voit dans votre film que je recommande à tous nos auditeurs et spectateurs, Un rêve algérien, où vous lui donnez la parole. Donc, est-ce qu'à la fin, il le reconnaît? Oui, alors, Henri Alleg, bon, c'est encore une grande question. D'abord, ce film s'appelle Un rêve algérien, que j'ai fait avec Henri Alleg et non pas sur Henri Alleg, je précise. Je lui en avais parlé, il était d'accord. Il a été réalisé ce film, je l'ai tourné en 2002, il est sorti en 2004. Et donc, c'est un film qui a été fait avant celui dont j'ai parlé, dont on a parlé tous les deux, donc, qui a été interdit en 2007 et qui s'appelle Algérie, histoire à ne pas dire. Alors, euh, avec Un rêve algérien, qu'est-ce qui m'intéressait, qu'est-ce que je voulais faire? En fait, j'ai compris au bout d'un moment que j'étais en quête d'une sorte de disparu, si vous voulez. Hein, un disparu, c'est quelqu'un qui a existé, c'est quelqu'un qui tout d'un a disparu en fonction de certaines circonstances et dont on n'entend plus parler. À la fin, on ne sait même plus si ça a existé ou pas. Alors, mon disparu à moi, c'était justement ce rêve d'une Algérie multiethnique dans lequel j'avais vécu du temps de mon père, du temps de mon enfance, etc., et qui a existé, j'en ai été témoin dans les fêtes, dans les réunions, etc., entre les communistes, c'est-à-dire dans l'espace communiste. C'était le seul espace en tant que parti, je précise bien, parce qu'il y avait des individus qui n'étaient pas communistes et qui espéraient aussi une Algérie multiethnique, hein, entendons-nous bien. Mais en tant que parti politique, c'était le seul qui prônait cette chose. Or, après l'indépendance, c'est une chose qui disparaît complètement et les jeunes ne savent même plus que ça a existé. Et donc, je me dis, en quelque sorte, d'une certaine manière, je vais filmer. Et donc, je filme une rencontre d'Henri Alleg avec 4 de ses anciens copains. Et à travers ces rencontres, ces 4 rencontres, j'essaye de montrer de quelle manière ils avaient pu vivre ensemble. Voilà. En gros, ça, c'est le film. Alors, pour donc ce film, ça s'est passé plus ou moins bien, bien que j'ai eu une dépression en faisant ce film. Mais le deuxième, alors le film que j'ai fait, alors il était d'accord avec malgré tout avec le film, Henri Alleg, bien qu'au début,
il y avait des gens qui disaient, des copains à lui, hein, des communistes, qui disaient, oui, Jean-Pierre est en train de faire un film sur la fraternité, alors que chez les communistes, c'est pas la fraternité, c'est chez les chrétiens. Nous, comment dirais-je, je dis cette Camaraderie. expression. Oui, les camarades, la camaraderie prolétarienne, voilà. Alors, malgré tout, il a accepté, et on a fait le film, je reviendrai, mais juste pour dire que le film suivant, Algérie, histoire de ne pas te dire, alors là, je lui en avais parlé, je lui avais dit à l'avance qu'est-ce que je voulais faire, et il a essayé par tous les moyens, vraiment par tous les moyens, de me dissuader de faire ce film. Quand le film a été terminé, c'était en 2007, il venait d'être interdit en Algérie, j'ai fait tout de suite une projection à Paris, hein, pour des amis, des journalistes, etc. Et je l'ai invité. Il a, une fois le film terminé, il s'est levé, il est parti, il m'a pas dit un mot, on ne s'est plus parlé depuis. Voilà. C'était pour lui, c'était un film insupportable et je vais m'en expliquer. Bon. Après, par rapport au communisme, par rapport à l'URSS, etc., bon, il est resté complètement jamais sur cette vision idéalisée qu'il avait depuis sa jeunesse et qui a été son carburant, si on peut dire, tout le temps. Donc, il n'y a pas eu d'évolution, même de doute par rapport à ça. Bon. Alors, par rapport au désenchantement, est-ce qu'il y a on peut parler de désenchantement à son propos? Alors, en privé, il voyait bien que tout ce qui se passait en Algérie après l'indépendance, ça ne marchait pas. Mais en public, il n'aurait jamais fait la critique de ça, de la gestion nationaliste, etc. Encore moins des islamistes. Voilà. Pourquoi? Je crois que c'est aussi pour une raison idéologique, c'est-à-dire que, peut-être on en reparlera encore, le mot explicatif, c'est essentiellement le néocolonialisme. Si ça ne va pas, du temps du colonialisme, c'était à cause du colonialisme. Et après l'indépendance, c'est le néocolonialisme. Et jusqu'à présent, en Algérie, vous allez trouver des gens qui vont vous expliquer que si 60 ans après l'indépendance, ça ne marche pas, c'est à cause des séquelles du colonialisme, ou alors certains vous diront le néocolonialisme. Donc, on ne veut pas du tout, dans ce courant de pensée, on ne veut pas voir que ce qui va mal a des origines internes. Hein. Tout à l'heure, on parlait de la Oui. dialectique. Voilà un exemple. Alors, lui, il a été, dans les années 50 à 55, il a été le directeur de ce journal, Alger Républicain, qui était d'obédience communiste, mais qui se voulait ouvert à tous les courants nationalistes qui prônaient l'indépendance, etc., etc. Et là, quand, quand j'ai fait le film, Un rêve algérien, j'avais commencé par, tout à fait, il arrive par le bateau, etc. Et là, il rencontre tous ses camarades, ils sont 12 en tout, et la première question que je pose, c'est l'Algérie a été indépendante, mais elle n'a pas pu être fraternelle. Pourquoi d'après vous? Et alors, chacun va donner son avis. Bon, c'est une séquence, malheureusement, je n'ai pas pu la mettre, mais personne, c'est la langue de bois. Hein. Personne ne dit pourquoi elle n'a pas été fraternelle. Personne ne parlera de la terreur du FLN. Et à la fin, il y a un tout petit bonhomme, mais qui a été un grand bonhomme à son époque, qui était le secrétaire général du syndicat de la CGT, c'était un très grand syndicat, où il y avait des Arabes et des Européens, des Juifs, etc., et qui dit, oui, il faut le dire, il roulait les airs, hein, beaucoup, il faut le dire, les nationalistes voulaient une Algérie arabo-musulmane. Arabo-musulmane. Il dit ça, c'était le silence total. Et qui va essayer de rabibocher, de reprendre, etc. Henri Alleg. Et il avait cette manie, si vous voulez, d'arrondir les angles. Hein, voilà. Donc, alors, autre chose, malgré tout, alors il s'est passé quelque chose durant le film, durant le tournage, et où je vais voir Henri Alleg pour la première fois pleurer. Et je vais vous expliquer rapidement comment ça s'est passé. J'étais en train de tourner la séquence Alger Républicain. J'avais réuni des journalistes qui avaient travaillé à Alger Républicain dans le passé, dans le local même où Alger Républicain avait été. Mais ce local, c'était quoi? C'était un bâtiment extraordinaire, construit dans le style néo-andalou, qui avait été fait dans les années 30, je crois, par un journal qui s'appelait La Dépêche
algérienne et qui, durant l'épisode de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, est devenu pétainiste. Et à la libération, donc, De Gaulle va exproprier va les exproprier et va donner le local à Alger Républicain parce que Alger Républicain, avant la guerre, c'était là au moment où il y avait Camus, tout ça, c'était tendance socialiste. Et là, du coup, c'était devenu tendance communiste parce que les actionnaires avaient changé, etc. Toujours est-il qu'ils se sont retrouvés dans ce superbe bâtiment construit dans un style néo, avec des mosaïques extraordinaires et tout ça. Et pendant la préparation, alors c'était occupé par un parti proche du pouvoir, hein, proche du FLN. On est au moment de la. J'ai tourné en 2005, 2006, non, à Alger en 2002, et il y avait déjà le pluralisme. Bon, il y avait un parti comme ça, le RND. Bon, et on avait négocié qu'il nous laissait tourner la nuit. Donc ça s'est passé la nuit. Et j'étais rentré à un moment donné dans les toilettes. C'était absolument, le spectacle était absolument terrible. C'était un lac de tout ce que vous pouvez imaginer dans un des toilettes. Bon, ok, j'avais enregistré cette image. Quand il y a eu le tournage, je m'étais dit, il faut que je dise à mes assistants que si Henri Alleg il a envie d'aller aux toilettes, il faut surtout pas qu'il l'amène là-bas. Et j'avais même pas eu le temps occupé par toutes les tâches de mise en scène. J'avais oublié de le dire. Et à un moment donné, je vois Henri Alleg qui arrive catastrophé et qui se met à pleurer en disant, en gros, il disant, nous, communistes, quand on était dans ce bâtiment fait par un colonialiste, on l'a respecté. Et ça, c'est voilà. Alors, voilà, mais ça, il a craqué, mais il n'en fera jamais une théorie. Il n'en aurait jamais fait une théorie. Alors, bon, les islamistes, bon, il ne les portait pas dans son cœur, évidemment, mais il n'a jamais fait de critique, etc. Le désenchantement, ça n'a pas été d'Henri Alleg, ça n'a pas été seulement par rapport aux nationalistes, par rapport aux islamistes plus tard, etc., mais y compris par rapport à ses propres copains, sauf que jamais, évidemment, il ne l'aurait dit à personne. Moi, j'ai peut-être partie d'une dizaine de personnes à qui c'est très, très proche, à qui il a pu le dire, mais sinon, voilà, qu'est-ce qui s'était passé? C'était en 57 qu'il avait été arrêté, torturé, envoyé en prison. Quand il arrive en prison, ses camarades lui disent tu seras notre délégué, voilà, dans la prison. Ok, alors quelques semaines plus tard arrive Ahmed Akash, qui est du même niveau que lui, bureau politique dans le PC, et puis aussi qui est directeur du journal Liberté, qui était le journal du Parti communiste, hein. Donc, Alger Républicain, c'était un journal d'obédience, mais qui n'était pas la voix du Parti communiste. Et lui, Akash, il était directeur du journal Liberté. Voilà. Il arrive, et puis évidemment, tout de suite, il apprend que c'est Henri Alleg qui est le délégué. Il paraît, bon, tel que me l'a raconté Alleg, il fait toute une histoire, ça devient comment un non-musulman, hein, pouvait avoir une responsabilité pareille. Voilà. Alors évidemment, si vous voulez, quand on est communiste, les différences ethniques, religieuses, etc. ne comptent pas, hein, dans la théorie. Et par conséquent, quand on est renvoyé à une chose pareille par quelqu'un qui est un dirigeant important, alors, entre parenthèses, c'est quelque chose qui m'est arrivé aussi lorsque je me suis retrouvé à l'intérieur de mon parti, exactement la même chose. Bon. Mais voilà, donc de tout cela, il n'en aurait jamais parlé. Alors, par rapport à la question juive, alors d'abord, pourquoi il n'en a pas parlé aussi, je crois, de tout ça, il y a une chose, peut-être pas beaucoup de gens savent, à cause de son nom, Henri Alleg. Certains croient qu'il était même arabe, parce que Alleg, hein. Or, c'était en fait un juif, Henri. Il s'appelle Hawi Salem, parce qu'il est né en Angleterre. Ses parents sont nés en Angleterre. Ses grands-parents venaient de Russie et de Pologne. Des deux côtés, ils étaient juifs. Et ils étaient venus, ils étaient arrivés à Londres, ils étaient dans la boulangerie, et les parents ont continué, etc. Et quand il avait, je sais pas, 3 ou 4 ans, ses parents ont décidé de partir, et ils sont arrivés, disons, à Paris. Il était de la même génération que Edgar Morin, voilà, dans le même lycée et tout ça, etc. Et donc, je crois que il était donc ni arabe, ni musulman, ni pied noir, ni juif d'Algérie.
Ça, c'est important parce que ça vous donne une sorte de légitimité lorsque vous êtes né dans un endroit. Et lui, comme il venait de France, il avait 19 ans lorsqu'il a quitté la Sorbonne. Il était en première année, il paraît que c'était un étudiant très brillant. Ses parents ne voulaient pas qu'il aille faire le tour du monde comme il le voulait. Alors il est parti en Algérie parce qu'à l'époque, l'Algérie, c'était la France et il pouvait faire ce voyage. Donc il s'est retrouvé. Je crois que ça, on peut dire que ça a toujours pesé dans sa manière de voir les choses parce que je ne sais pas si vous avez vu le film Un rêve algérien, mais le quatrième, par exemple, le quatrième personnage qu'il rencontre, Mustapha Saadoun, à plusieurs reprises, il a un humour absolument extraordinaire. Et je voyais, quand je tournais la scène, je voyais bien que Henri Alex, ça le mettait mal à l'aise. Il était très mal à l'aise. Donc, voilà. Par rapport à la question juive, alors, donc, j'ai dit que Salem, bon, Jérusalem, c'était des Juifs, mais personne, pas grand monde ne le savait, pas grand monde le savait, et lui ne l'a jamais vraiment dit. Hein, publiquement, il n'en a jamais parlé. Et moi, dans le film, quand je tournais, j'ai essayé d'aborder cette chose avec lui, mais il refusait, il résistait. Et comme j'étais, je l'ai dit, en pleine dépression, j'ai pas eu la force morale, physique et tout ça pour le pousser, disons, plus loin que ce qu'il voulait lui. Voilà. Ah donc, euh, il y a une anecdote dans le film, à un moment donné, il raconte une anecdote où il y avait un agriculteur européen qui les avait pris, qui était très pétainiste, c'était pendant en 42, je crois, et euh, il était, euh, il avait dit pendant le trajet, il les avait pris dans une charrette, lui et son copain, et durant le parcours, il avait eu des mots contre les Anglais, contre les bolchistes et contre les Juifs. Et alors, quand ils ont quitté ce bonhomme, le copain d'Alec lui dit, eh bien, s'il avait su que tu étais les trois à la fois, que tu étais anglais, bolchiste, il avait dit bolchiste, pas bolchevique, bolchiste et puis juif, ça aurait été la totale, quoi. Voilà en gros pour Henri Alleg. Merci. Vous dites aussi dans vos livres que la guerre de libération, la guerre de l'indépendance d'Algérie, avait été aussi une guerre d'épuration. Il y a une doxa en France que j'ai appris, enfin que j'ai connue ici, et elle est répandue par les intellectuels qui expliquent partout aujourd'hui que les Israéliens font aux Palestiniens ce que les Français ont fait en Algérie. Alors, donc, pour moi, la comparaison est absolument absurde, mais je voudrais bien que vous, en tant que quelqu'un qui connaissait de l'intérieur les deux pays, vous expliquiez pourquoi, d'une part, la guerre de l'indépendance était aussi une guerre d'épuration et pourquoi on ne peut absolument pas faire une pareille comparaison. Alors, bon, d'abord, rappelons qu'en 1962, l'Algérie de cette époque, c'est 9 millions de musulmans et 1 million de non-musulmans, des juifs et des pieds noirs. Les juifs, à peu près 150 000, et le reste, donc, c'est des pieds noirs plutôt chrétiens. Donc, la guerre dirigée par le FLN a été menée comme une guerre d'indépendance en français et en anglais, parce qu'il parlait à des publics en français et en anglais, mais elle a été pratiquée, pas vécue, mais pratiquée comme disons, une guerre qui visait à faire partir les non-musulmans, voilà, en arabe. Hein, quand on parlait aux paysans, quand on essayait de les recruter, de les engager dans la guerre, etc., c'est ce qu'on leur disait. Alors, avant la guerre, 1900, qui démarre le 1er novembre 1954, seul le Parti communiste et un parti arabe bourgeois, disons, c'était de Ferhat Abbas, parlaient d'une Algérie indépendante multiethnique. Hein. Mais le Parti nationaliste radical d'où va naître le FLN euh, ne, ne partage pas du tout ce projet, et depuis longtemps. Hein. Le slogan que vous avez dû entendre, la valise ou le cercueil, ce n'est pas un slogan comme beaucoup l'ont dit de l'OAS, hein, dans les années 61-62, mais un slogan nationaliste après même 1945. Hein. Donc, et les dirigeants nationalistes le disent clairement,
l'Algérie, il y a quelqu'un qui avait utilisé cette expression, l'Algérie n'est pas un manteau d'arlequin. Hein, c'est pas des tâches différentes qu'on va mettre ensemble, etc. Donc, la guerre, elle va être menée aussi par rapport à cette intention d'épuration par un terrorisme au faciès. Je me rappelle, par exemple, mon père, quand il sortait de la maison pour aller au travail, et que ma mère lui dit fais attention, etc. Je me rappelle qu'il utilisait souvent il lui répondait souvent de la même manière. Tu sais, c'est pas écrit sur mon front que je suis communiste. Ça veut dire que s'il y avait un tueur du FLN dans les parages qui avait l'intention de tuer des non-musulmans, eh bien, il pouvait tomber sur mon père et le tuer. Voilà. Donc, c'était sur ce faciès. Et d'ailleurs, la guerre, vraiment, si elle a été déclarée le 1er novembre 1954, elle démarre vraiment avec la première grande opération militaire qui se passe dans l'est de l'Algérie, du côté de Philippeville, constantinois. C'est le fameux massacre du 20 août 1955, où il y a eu à peu près 130 personnes qui ont été tuées avec des couteaux, des haches, des fusils de chasse, etc. En quelques heures avant l'intervention de l'armée française. Et elle se termine, cette guerre, le 5 juillet 1962, avec un grand massacre à Oran. Un historien, Jean-Jacques Jordi, a fait un livre, Le silence d'État, où il donne les noms de d'après les archives, de tous ceux qui ont été tués ou disparus. Et on arrive au chiffre de 700 et quelques, parmi lesquels, moi, je me suis amusé un peu selon les consonances des noms à identifier un peu plus d'une centaine de juifs tués donc ce jour-là. Mais entre le 20 août 55 et le 5 juillet 62, c'est-à-dire durant toute la guerre, le FLN va pratiquer un terrorisme donc comme je l'ai dit, au faciès, constant, soit vis-à-vis des pieds noirs chrétiens, soit vis-à-vis des juifs. Chaque année, il va y avoir 2 ou 3 juifs, des rabbins, et ça se passe toujours quand ils vont à la synagogue, le samedi, etc. C'est des actions qui ont des messages, disons, subliminaux, si on pouvait dire les choses. Alors, en tant que grand message, si vous voulez, par rapport aux juifs, eh bien, ce sera l'assassinat du musicien juif Raymond Léris, qui est le beau-père qui était le beau-père de Enrico Macias. Et lui, il est assassiné le 22 juin 1961. Donc, le message, c'est clair, il faut que les Juifs s'en aillent. Évidemment, cette interprétation, ce n'est pas chez Stora que vous allez la trouver. Je parlerai de Stora en tant qu'historien, peut-être, on aura l'occasion d'en reparler. Mais si vous voulez, cette vision, disons, cette guerre ethnique, en quelque sorte, dans le film, Algérie, Histoire ne pas dire, j'ai filmé un épisode, le premier, qui se passe dans un village de mineurs. C'était une mine et était habité par des mineurs. Il y avait le côté européen et le côté musulman à côté. Et dans le côté, c'était à peu près 120 personnes. Et bien ce jour-là, le 20 août 55, il y a eu plus de 40 personnes qui ont été assassinées dans les mêmes conditions que le 7 octobre en Israël. Voilà, la même chose. Je passe sur les détails, mais dans le livre qui doit sortir, évidemment, je mettrai un témoignage d'une femme qui a perdu 13 personnes ce jour-là de sa famille, sa belle famille, etc. Mais je vais vous donner des citations quand même importantes euh, pour vous donner l'idée, enfin comment cette guerre a été appréhendée par le FLN, celui qui dirigeait cette guerre. Alors, c'est un premier dirigeant qui s'appelait Lagdar Ben Tobal. Il avait dit euh, pendant la guerre, il n'est pas question qu'après l'indépendance, des Juifs ou des Européens soient membres d'un gouvernement algérien. Bon, ça, il l'avait dit à des militants, et ce procès-verbal de la réunion a été publié dans un livre qui s'appelle Les Archives du FLN, publié par l'historien Mohamed Hardi, qui, disons, sur certains aspects, on peut le considérer comme un historien, disons, contestataire par rapport au mythe algérien. Hein.
Mais dans son livre, dans un de ses livres, Jean Daniel, l'ex-directeur du Nouvel Obs, avait rencontré pendant la guerre deux dirigeants du FLN, Ben Yahya et Boumengel, et qui lui avaient dit: nous n'empêcherons pas cette révolution arabo-islamique de s'exprimer, puisque nous la jugeons juste et bienfaitrice. Voilà. Donc, il y a encore deux citations, parce que c'est comme ça, sinon on ne comprend pas comment l'histoire se fait. Ces deux dirigeants du FLN, il y en a un qui a été même le dirigeant, le président du GPRA en 1961-62. GPRA, c'est le gouvernement provisoire de la République algérienne, d'accord? C'était avant l'indépendance. Et il s'appelle Ben Khedda. Et il a sorti un livre en 98 où il dit notamment, en refusant notamment la nationalité algérienne automatique pour 1 million d'Européens, nous avions prévenu le danger d'une Algérie bicéphale. Voilà. Et dernière citation, celle de celui qui a été un premier ministre dans les années 90, un premier ministre, je dois dire, anti-intégriste, donc c'est pas, vous voyez, c'est un anti-intégriste, c'était l'intellectuel, disons, du FLN pendant la guerre, il s'appelle Reda Malek, et voilà, il a écrit un livre sur les accords d'Évian. Hein, ces accords d'Évian, c'est ces accords qui, disons, mettent fin à la guerre d'Algérie, en principe, mais bon, il va y avoir des tas de gens qui vont mourir dans cette période-là, parce que les accords d'Évian interviennent à partir du 19 mars 1962. Mais à partir de ce jour-là, il va y avoir énormément d'Européens qui vont être assassinés par le FLN. Et donc, Reda Malek dit dans ce livre, qui est sorti en 90 aux éditions du Seuil, heureusement, le caractère sacré arabo-musulman de la nation algérienne était sauvegardé. Voilà. Donc, si vous lisez ce livre de Reda Malek, vous allez voir que les accords d'Évian, les négociations entre la France et le FLN vont durer 3 ans. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que la France dit tous les Européens, enfin tous les non-musulmans qui sont en Algérie devront bénéficier de la nationalité algérienne et le Sahara ne sera pas algérien. Alors le FLN, sur ces deux points, il est contre. Il dit le Sahara, il sera algérien et on ne veut pas de la population, on ne veut pas la considérer comme une population algérienne. Et ça va durer 3 ans. Et comment ça va se dénouer? Eh bien, par l'accord suivant, c'est que le FLN accepte de signer ces accords d'Évian en laissant la France exploiter le pétrole pendant 10 ans. Et effectivement, ça n'aura pas duré 10 ans, mais en 1971, l'Algérie nationalise le pétrole. On peut dire que c'est avec le pétrole que la France s'est débarrassée de cette population, a accepté de se débarrasser de cette population. Donc c'est un aveu absolument terrible. Alors, autre chose qui est à mon avis importante, oui, parce que il faut que je dise pour terminer cette histoire, c'est que tout ce que je viens de dire, toutes ces citations, etc., vont se retrouver dès la première constitution de l'Algérie. Dans la première constitution, l'article 2, on dit l'islam est la religion d'État. Et sur cette base, sur la base de cet article, il y a un code de la nationalité qui est adopté par cette même assemblée constituante et qui dit qu'on est algérien automatiquement lorsque l'on est musulman. Donc, par rapport à mon père, il va devoir faire une demande au ministère de la Justice, qu'il obtiendra au bout d'une année, la nationalité algérienne. Et moi, plus tard, en 76, quand je termine mes études, je fais la demande et en fait, on ne voulait pas me la donner du tout. Et grâce à un ami, etc., etc., au bout de 4 ans, je suis arrivé à l'avoir. Voilà. Maintenant, il y a autre chose que par rapport à la guerre et par rapport à cette question de l'épuration, parce que jusque-là, tout ce que j'ai dit devrait faire comprendre clairement que du côté du FLN, du côté des dirigeants qui mènent la guerre d'Algérie, du côté des dirigeants algériens, il n'y a pas de modèle dans leur tête. Hein. Il n'y a pas de modèle, disons, multiethnique. Ça les dépasse. Ils ne peuvent pas concevoir une chose pareille. Voilà. Et donc, la lutte armée en 1950, le FLN se crée en 1954, en octobre, oui, enfin, durant les mois qui ont précédé le 1er novembre 54, et il décide de faire donc la lutte armée,
Et comment justifie-t-il le recours à la lutte armée? Eh bien, en disant qu'elle était inévitable. Pourquoi? Parce que les mouvements nationalistes ne pouvaient plus les moyens pacifiques ne donnaient rien en quelque sorte, ne permettaient plus pas de faire avancer cette cause de l'indépendance, et par conséquent, ils recouraient à la lutte armée. Voilà comment ça a été créé. Or, moi, depuis longtemps, cette thèse me choquait, et quand j'y ai réfléchi, j'ai compris qu'elle était fausse. Pourquoi? Parce que à partir des années 20, 1920, surtout à partir des années 30 et encore plus 40, sans parler, on s'aperçoit, si on faisait une ligne, disons, géométrique en mathématiques, on aurait sur plusieurs paramètres le nombre de partis politiques, le nombre de syndicats, le nombre d'associations, le nombre de journaux, le nombre de manifestations, tout ce que vous voulez, tous ces paramètres qui montrent qu'une société est en train de se développer en tant que société civile, eh bien, vous avez une courbe, enfin, c'est pas une courbe, c'est une ligne droite qui monte, qui monte, qui monte. Et ce que je dis, c'est que si on avait attendu encore 10 ans, on serait arrivé à peu près comme la date de 62, l'indépendance, on serait arrivé avec un pays où il y aurait eu une société civile multiethnique, parce qu'il y avait des rapports qui étaient de plus en plus, qui se faisaient dans les syndicats, dans les différentes associations, etc. Il y avait de plus en plus c'était plus une société complètement, une société avec trois ensembles qui communiquaient pas. Non, ça communiquait de plus en plus. Et d'ailleurs, le 20 août 55, le massacre dont j'ai parlé tout à l'heure, celui qui va le diriger, qui s'appelle Zirout Youssef, il va utiliser une expression. Il va dire c'était pour créer un fossé entre les populations. C'est un but. Parce que si on crée un fossé, bon, on a la population mieux en main. Et donc, ce que je dis, donc, c'est que ce qui s'est passé le 1er novembre 54, quand le FLN s'est créé, une des choses qu'il avait décidé, c'était que tous les partis politiques qui existaient en Algérie à cette époque devaient fermer boutique. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que le 1er novembre 54, en fait, ça a été le premier coup d'État fait par le FLN. Il y en a eu d'autres après, qui ne se présentaient pas toujours comme des coups d'État, mais qui étaient à l'intérieur de la sécurité militaire, ça se bagarre, il y a des changements, etc. On n'appelle pas ça coup d'État, mais c'en était. Mais là, c'était le premier. Alors, là encore, c'est cette thèse, si vous voulez, de l'inévitabilité ou de l'évitabilité de la lutte armée. C'est pas chez Benjamin Stora que vous allez la trouver. Benjamin Stora, qui est un historien juif, mais qui nie, et dans le déni, et il a été utilisé par tous les pouvoirs en France, y compris par Macron récemment. Et voilà, c'est devenu, à mon sens, c'est devenu un historien officiel. Voilà. Alors, Vous dites dans plusieurs de vos livres et dans plusieurs de vos films que quand vous parlez des pieds noirs et des harkis, que ce sont les exclus de la parole, je vous cite. Et vous dites qu'on commence à en parler uniquement dans les années 90, quand les islamistes commencent à assassiner les intellectuels algériens. Comment expliquez-vous ce silence? Vous avez parlé de Stora, vous avez parlé de l'histoire officielle, mais comment se fait-il qu'on a donné la parole aux pieds noirs et aux harkis, qu'on a commencé à en parler si tard en France? donc, je crois qu'il y a deux questions. C'est-à-dire que d'abord, il y a la question des harkis eux-mêmes. Il faut savoir, il faut comprendre qu'est-ce que c'est les harkis et pourquoi s'est passée cette tragédie des harkis qui ont été complètement abandonnés par la France en 1962. Alors, pourquoi la France a-t-elle trahi les harkis? Eh bien, je dirais que c'est la même chose que pour la population non musulmane, pour le pétrole. Voilà. Pour le pétrole, la France a aussi trahi les harkis. Le pétrole, je crois que ça explique beaucoup de choses, y compris aujourd'hui, y compris depuis les années 70, dans le rapport de l'Europe avec Israël et avec le Moyen-Orient rempli d'hydrocarbures. Bon, c'est vrai qu'on a trouvé du pétrole dernièrement en Israël, mais jusque-là, on était censé en Israël ne pas en avoir.
Et donc, à ce moment-là, fin des années 50, la France gaulliste veut se débarrasser de l'Algérie sans perdre le pétrole, évidemment. Il y a un historien français qui s'appelle Jacques Marseille, qui a écrit un livre qui s'appelle L'Empire colonial et le capitalisme français, et qui explique que l'Algérie, contrairement à ce que la propagande, disons, anticolonialiste dit, c'est que l'Algérie représente économiquement un boulet pour la France. Et que par rapport à son développement, par rapport à la question européenne, etc., la France n'est plus intéressée à garder l'Algérie. Voilà. Sauf son pétrole, évidemment. Alors, euh, pour le pétrole, je dirais, la France va, va accéder à deux exigences du FLN. D'abord, l'exode de 1 million des Européens, nous en venons juste d'en parler, et l'abandon de plus de 100 000 harkis qui pourtant étaient français, à double titre d'ailleurs, parce que pour avoir servi dans l'armée française, quelquefois de père en fils, parce que c'était des lignées qui allaient de père en fils, depuis 1870, la première guerre de la France avec l'Allemagne. Et donc, aussi parce qu'en 1959, De Gaulle avait fait un discours en disant tout le monde est français à part entière. Et d'ailleurs, tous les Algériens qui fuient l'Algérie aujourd'hui, et qui veulent absolument quitter l'Algérie à tout prix vers la France, ils vont aux archives algériennes. Hein, les archives, elles sont fermées pour presque tout, sauf pour ça. Et ils vont chercher les documents français, que les certificats de nationalité française et tout ça, que leurs parents ou les grands-parents ou arrière-grands-parents ont pu avoir pour pouvoir partir. Alors, il faut se poser la question, pourquoi le FLN avait-il besoin de régler leur compte au Harki? Alors, je crois qu'il y a plusieurs raisons qui ont à voir tant avec la symbolique d'un pouvoir qui se veut totalitaire. Hein, le FLN s'est toujours présenté comme le seul représentant du peuple algérien. Voilà. Mais aussi, et ça c'est une question importante que je vais aborder, qui s'explique aussi par la sociologie, hein, ce dont on parle presque jamais. Alors, les harkis, ils remettaient en fait en cause deux mythes importants. Le premier mythe, c'est celui d'un peuple qui se serait levé comme un seul homme derrière le FLN. Hein, ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est celui d'une nation algérienne existant de toute éternité. Hein, un peu comme on peut penser à un autre exemple, n'est-ce pas? Car les harkis étaient aussi une conséquence de la sociologie réelle et non fantasmée de l'Algérie. En effet, il n'y a jamais eu de nation dans cet espace. Le dernier dominant, c'était l'Empire ottoman, et l'Algérie ne s'appelait pas l'Algérie, c'est un nom qui a été donné plus tard par la France. Non, et cet espace est structuré sociologiquement par la tribu et par le clan. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Alors, c'est une série de tribus, les unes à côté des autres. D'accord. Si deux tribus coexistent l'une à côté de l'autre, ça veut dire qu'elles sont différentes. Ça veut dire qu'elles s'opposent des fois. Ça veut dire qu'elles se font la guerre de temps en temps. Et si on a une qui gagne, eh bien, elle va phagocyter l'autre complètement. Mais tant qu'elles existent, elles sont toujours en rivalité. Et donc, moi, j'ai écrit le scénario avec un ami qui est mort malheureusement, Azdine Medour, qui a fait un film qui s'appelait La montagne de Baya. Nous avons passé une année à la Bibliothèque nationale algérienne pour lire des livres sur l'époque de la colonisation. Et nous avons constaté des trucs extraordinaires. C'est que quand vous aviez une tribu qui s'opposait à la France, aux soldats français, eh bien, vous avez la tribu à côté, parce qu'elle était rivale, qui prêtait allégeance. Et des fois, le chef d'une des tribus mourait, il était remplacé par son fils ou par quelqu'un de la famille, et ce chef, il changeait de point de vue. Il était pour la France, il devient contre la France, mais la tribu d'à côté, par rivalité, elle va changer aussi. C'est assez marrant, mais c'est une réalité. Alors, l'arrivée, ce ressort en quelque sorte de rivalité va jouer aussi pendant la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que on s'engage, souvent, ce n'était pas des engagements individuels, hein, du côté dans l'armée, dans le FLN, dans l'ALN, etc. C'était une tribu entière. Quand je suis avec, c'est toute la tribu qui est. Moi, je suis le chef, toute ma tribu me suit. Et donc,
la tribu d'à côté, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va être contre le FLN, elle va être contre la guerre, elle va être pour la France. Voilà. Ça s'est passé. Cette sociologie est absolument très importante à comprendre. Et on pouvait aussi, évidemment, en dehors de ça, s'engager chez les harkis. Les harkis, donc, c'était pas, c'est des militaires, hein, c'était un corps militaire arabe, voilà, qui recruté donc et payé par la France. Donc, on pouvait devenir harki d'autres manières aussi. Alors, par exemple, bon, ça, je l'ai dit, si on fait partie d'une lignée, par exemple, hein, militaire qui s'est engagée du côté de la France depuis 1870, eh bien, de père en fils, bon. Il y a les harkis touchaient un solde. Ce n'était pas mirobolant, mais ça permettait de faire nourrir une grande famille. Les familles sont très nombreuses, beaucoup d'enfants, etc. Et parmi lesquels, souvent, il y avait des gens qui étaient pour le FLN, mais qui mangeaient l'argent du harki qui faisait la guerre. Alors, il y avait d'autres manières aussi. Vous savez, pendant la guerre, le FLN avait interdit de fumer et il avait interdit de boire de l'alcool. Donc, quand il trouvait quelqu'un en flagrant délit, en quelque sorte, il lui coupait le nez. Et donc, à cette époque, vous allez avoir beaucoup de photos, vous allez avoir des Algériens qui n'ont plus de nez. On leur coupe. Alors, évidemment, quand on vous coupe le nez, ça n'encourage pas les gens de votre famille à aller dans le FLN. Vous allez, ceux qui sont contre le FLN. Ensuite, il y avait aussi des gens qui, suite à des campagnes d'intoxication des services secrets français, services militaires, il y avait des gens qui étaient des jeunes, souvent des lycéens, des étudiants qui venaient s'engager pour être des maquisards. Eh bien, on considérait que c'était des agents de la France et on les torturait, ou des fois on les tuait. Et donc, si vous êtes quelqu'un qu'on a torturé ou quelqu'un de votre famille, vous êtes de sa famille, évidemment, vous allez aller tout de suite vous engager contre le FLN dans les harkis. Bon, il y avait une multitude. Alors, le FLN, en s'attaquant, en liquidant les harkis, il a fait, on peut dire, d'une pierre deux coups. Alors, d'abord, il légitimait son action par le patriotisme, hein, puisque les autres sont des traîtres, des collabos. Et d'ailleurs, le terme de collabo, c'était pas utilisé, c'était utilisé à bon escient parce que ça faisait référence à la résistance française. On voulait identifier le FLN aux résistants français. Et face aux résistants, il y avait eu les collabos, et les collabos, effectivement, étaient très réprimés à la libération. Ensuite, le FLN, de cette manière, il, disons, imposait son hégémonie au nom de l'unité du peuple algérien. D'accord. Et il mettait une troisième coup, si on peut dire, pour le FLN, c'était de mettre en garde toute dissidence future, notamment celle des Kabyles. Hein. Il n'y a pas longtemps, il y a un gouvernement en exil kabyle qui vient de décréter l'indépendance de la Kabylie à New York devant l'ONU, hein, devant, pas à l'intérieur. Bon, voilà, ça s'est passé il y a quelques jours. Je vais en parler dans un article. Alors, pour toutes ces raisons, le FLN avait besoin de faire un grand bûcher, on peut dire, et il réclama sa proie à la France, et la France va lui livrer. Elle va lui livrer les harkis. Et le massacre des harkis a été d'une très très grande férocité. Moi, j'ai lu beaucoup de témoignages, mais je me rappelle un qui m'a évidemment très très plus marqué plus que les autres, c'est on ingérait de l'alcool à brûler forcé, hein, par la bouche, et ensuite on mettait une allumette tout simplement. Donc, vous voyez, des choses qui se sont passées le 7 octobre, ça s'est passé déjà aussi. Alors, il y a des gens qu'on avait appelés les martiens, c'est-à-dire les accords d'Évian, c'était en mars. Et il y a beaucoup de gens, des Algériens, qui se sont engagés dans le LN, dans le FLN à ce moment-là. Ils n'ont pas fait la guerre quand c'était dangereux, ils sont venus au dernier moment. Et alors, pour montrer qu'ils étaient plus et qu'ils méritaient le titre de combattant, eh bien, ils étaient plus féroces encore que les autres. Donc, ça. Alors, fin des années 90, il va se passer en France quelque chose, disons, d'intéressant, c'est-à-dire qu'il va y avoir des historiens de gauche, mais aussi Mohamed Harbi, et avec des enfants de Harki, ensemble, ils vont travailler, ça a duré, je crois, 2 ou 3 ans, le travail, justement pour ça a libéré un peu d'abord la parole des enfants de Harki, qui étaient complètement bloqués jusque-là, parce qu'on considérait que leurs parents c'était des traîtres, des collabos, tout le monde vivait
ce drame de cette manière. Et bon, ils ont essayé, ce groupe a essayé de montrer un peu ce que je dis, peut-être plutôt, c'est de montrer de quelle manière on pouvait devenir harki. Ce n'était pas un acte délibéré de traîtrise. Il y avait beaucoup de raisons. Voilà. Et donc, ils ont travaillé sur ces raisons, disons, et euh, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors, c'est que ces historiens, qui étaient de gauche, je répète, euh, ils avaient une idée derrière la tête. C'est qu'ils voulaient expliquer les méfaits qu'avaient subis les Harkis par le colonialisme et non par le FLN. Hein, c'était les Harkis, finalement, même s'ils avaient été tués par le FLN, c'était des victimes du colonialisme. Donc, c'est comme aujourd'hui, les gens du Hamas, oui, c'est vrai, ils ont tué, mais c'est des victimes. Voilà. C'est toujours les mêmes, comment dirais-je, les mêmes procédés de raisonnement à l'œuvre. Voilà ce que je peux dire pour les harkis. Et pour les pieds noirs? Alors, pour les pieds noirs, c'est encore une chose différente. Pourquoi? Parce que pendant l'indépendance 62, on peut dire que pendant 3 décennies, il y a un silence total. On ne parle plus de l'exode qui a touché 1 million de personnes, ni du côté des pieds noirs, ni du côté des juifs, ni du côté algérien. C'est c'est le silence, c'est le silence total. Et moi, je l'explique, si vous voulez, par 3 types d'arrachement. Hein. Il y a l'arrachement des pieds noirs. Alors, il faut comprendre qu'est-ce que c'est les pieds noirs. Les pieds noirs, c'est des gens dont les familles, 3 ou 4 générations avant, sont arrivés de partout, de tout le pourtour de la Méditerranée, de Malte jusqu'à l'est, jusqu'à l'ouest, disons jusqu'à l'Espagne, en passant par l'Italie, etc., la France et tout ça. Donc, c'est des gens, c'est une chose qui m'a beaucoup étonné, lorsqu'ils sont arrivés en Algérie, par la suite, ils ne sont plus retournés dans leur pays d'origine où ils étaient nés. Hein, ou alors, à la limite, les parents n'y vont pas, mais des fois les enfants, les petits-enfants ont envie de découvrir. Non, c'était le blackout total. Ils étaient partis, c'était en général des gens très pauvres. Hein. On fait de cette population des colons très riches, exploiteurs, etc. En fait, c'était des gens, la très grande majorité, 90%, c'était des gens très pauvres. Ils venaient justement parce qu'on leur avait dit il y a un peu de travail en Algérie depuis qu'il y a la France et tout ça, etc. Donc, souvent, c'était des femmes qui venaient, qui regardaient si c'est le cas, par exemple, ce que disait mon père. C'est que c'était une femme qui était venue d'Espagne, du sud de l'Espagne, et qui a trouvé qu'on pouvait travailler, etc. Et elle a fait venir ensuite sa famille. Hein. Donc voilà, c'était ça. Et donc ces gens-là, ils n'avaient qu'un seul endroit qu'ils considéraient comme étant leur patrie, c'était l'Algérie. Et d'ailleurs, ce sont eux qui s'appellent les Algériens. C'est un peu comme les Juifs qu'on appelait Palestiniens depuis les Romains, et puis maintenant, tout d'un coup, les Palestiniens, c'est autre chose. Bon. À partir du moment où il y a eu un mouvement nationaliste qui s'est développé, il s'est emparé de ce terme, les Algériens. Et du coup, les pieds noirs, ils n'avaient plus que l'identification à la France, puisqu'ils prenaient conscience aussi qu'en étant une minorité, disons, ils étaient, comment dirais-je, ils, ils étaient en insécurité. Hein. Toute minorité se sent toujours en insécurité, surtout dans un pays qui n'est pas, disons, très démocratique. Ils se sentent toujours en insécurité. Donc, du côté des pieds noirs, une fois quand ils doivent partir, c'est un drame absolu. C'est-à-dire, ils quittent leur maison, ils quittent leur patrie. Et parmi eux, il y aura énormément de suicides, de gens qui vont devenir malades à vie, etc., etc. Bon, alors l'arrachement des Juifs, il est différent. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord parce que les Juifs sont là depuis une éternité. Côté ma mère, je dis 25 siècles pour dire que c'est quasiment après même après la destruction du temple, les gens vont partir vers tout
le bassin méditerranéen, il y en a qui arrivent en Algérie, en Afrique du Nord, etc. Il y a aussi ceux qui vont partir, mais plus tard, au XVe siècle, d'Espagne. C'est une deuxième chez les Juifs. Mais euh, les Juifs, de par leur culture, de par aussi le fait qu'ils s'ouvrent assez facilement aux cultures environnantes, hein. Là, quand on est implanté quelque part, ah ben, on va s'imprégner de la culture française, allemande, arabe, etc. Et donc les Juifs, ils ont la proximité avec la culture, avec la langue, et donc il y a ce côté-là où on les arrache de quelque chose alors qu'ils ont des racines encore bien plus profondes que les pieds noirs. Mais ils ont quelque chose, c'est mon explication, ils ont quelque chose qui compense, si je puis dire, c'est que les Juifs savent qu'ils ont un pays, ils savent que c'est Israël, hein. Et par conséquent, bon, ils savent que dans l'histoire juive, il y a eu des exils multiples, tout le temps, il y a eu des exils. Eh bien, eux, c'est un exil de plus, voilà. Mais, donc, ça sera moins dramatique que pour les pieds noirs, je crois, chez les Juifs. Alors, il y a l'arrachement, disons, des Algériens arabo-berbéro, arabo-musulmans, et une grande partie d'entre ceux qui avaient été en contact avec des pieds noirs et des juifs vont vivre cet exode aussi d'une manière très dure. C'est-à-dire, leurs amis et tout ça, tout d'un coup, ils disparaissent. C'est un choc extraordinaire, aussi pour eux. Alors, pour les juifs, il y avait cette proximité culturelle. Moi, dans ma famille, il y avait des gens qui étaient dans les orchestres, grand orchestre andalou de Tlemcen. C'était l'oncle et le cousin de ma mère. Et puis, il y avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, une société civile qui commençait à s'entremêler, disons, hein, avant la guerre. Avant la guerre. Oui, bon, il y a un écrivain pied noir qui s'appelait Jean Pellegrini qui parlait d'une histoire souterraine, c'est-à-dire que sous les apparences d'opposition, de violence, etc., il y avait quand même une histoire souterraine d'entrelacement. Voilà. Alors, ce qui va se passer, pourquoi, comment ce silence va être rompu? De quelle manière? Eh bien, dans les années 90, il y a l'islamisme en Algérie, il y a le terrorisme, les intellectuels sont des cibles directes, premières, et ils vont partir. Ce sont les intellectuels qui vont partir, vers la France essentiellement. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout d'un coup, ces intellectuels vont comprendre qu'ils sont en train de subir la même chose que les pieds noirs et les juifs. C'est-à-dire ils ont subi le terrorisme, et donc, il se pose des questions, y compris par rapport à la légitimité du terrorisme du temps du FLN. Ça pose des questions quand même. Est-ce que le GIA, quand il met des bombes dans la rue, est-ce qu'il est légitime, hein, puisqu'on disait que le FLN était légitime dans le passé? Voilà, toutes ces questions se posent et ils arrivent en France et ils trouvent les gens qui ont été dans l'exode, qui ont été expulsés, et ils vont se rencontrer. Les uns vont parler aux autres, il y a un échange qui se fait, etc. Et là, le silence, il se brise, hein. Vous avez un chanteur juif qui s'appelait, il est mort maintenant, Lili Bonich, à 80 ans, il remonte sur scène avec une chanson, notamment Alger Alger, qui était une chanson très, très nostalgique, qui faisait pleurer tout le monde, etc. Voilà, ça c'est c'est à partir de ce moment-là. Alors, moi, je crois que à partir de ce moment-là, il aurait pu se passer quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que avec cette rencontre, il aurait pu y avoir une nouvelle histoire algéro-française qui aurait pu s'écrire. Et cela ne va pas se faire. Et ça, j'aimerais bien, si c'est possible, l'expliquer aussi. On en parlera dans une autre émission, parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à dire et il faudra Oui. en faire plusieurs. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous avez expliqué, parce que ces analyses-là ne sont pas connues, ne sont pas audibles dans l'espace social français et les gens ne savent pas de quoi vous parlez ici. Donc, je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez raconté aujourd'hui.